Juste une petite question, justement, sur la question de l'évaluation. Souvent, ces questions de formation sont accompagnées, là, en l'occurrence, beaucoup par Label Ouvrage. Et est-ce que l'évaluation de ces transformations sera accompagnée également pour le Quartz et pour le Grand T? Est-ce que ça a été évalué par une association extérieure? Pas pour le moment. Pour le moment, nous, la meilleure évaluation, ça a été l'audit conduite par les délégués du personnel. C'est qu'on peut quand même... évidemment, c'est pas une association extérieure, mais c'est quand même une parole libre des salariés sans la direction. Oui, c'est une bonne question. En fait, on fait nous-mêmes depuis le début de cette saison où on met en place tout ce dispositif nouveau, cette nouvelle façon de travailler qui est, comme vous l'avez entendu, extrêmement participative, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un échange permanent et pas du tout dans une descente pyramidale de désirs ou de consignes, et donc on échange beaucoup en permanence, et cette évaluation nous permet ensemble d'avancer. Car en fait, ce que j'ai peut-être pas suffisamment précisé, c'est que il s'est jamais agi de parachuter des techniques toutes fabriquées, on va dire, ou des méthodes d'optimisation du travail un peu interchangeables, mais plutôt ouvrir les esprits de chacun sur la réalité des situations professionnelles, du projet d'établissement lui-même, des difficultés traversées, y compris par l'équipe de direction, à la fois individuellement, collectivement, et que de manière à proposer à chacun d'énoncer ses difficultés et d'essayer d'en imaginer les recours et les solutions. Et donc, comme ce qui est très intéressant dans cette façon de voir les choses, c'est que on aboutit à une préconisation d'amélioration des compétences émises par les intéressés eux-mêmes. Et donc, ils sont plus naturellement, je dirais, plus fortement engagés à les mettre en œuvre et à les faire fonctionner et à réussir. Voilà, c'est un peu cet esprit-là. Donc, on sent une équipe d'une part et des individus d'autre part, individuellement, donc tout à fait en phase. Alors, je veux pas faire d'angélisme, hein, il y a forcément quelques résistances. C'est jamais aussi simple, mais c'est très 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 positif vraiment je sens quelque chose de très positif se mettre en œuvre et se développer. Un audit officiel, puisque nous avons décidé de rejoindre une communauté RSE qui s'appelle Lucie. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est un peu comme un label AFNOR, mais c'est vraiment centré sur la RSE et sur les questions environnementales. Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, RSE. Et donc, ce qu'on appelle la communauté Lucie, c'est une communauté d'entreprises qui s'engage à respecter un certain nombre de principes éthiques sur le plan sociétal et environnemental. Donc sociétal, c'est tout ce qui concerne le dialogue social, justement le bien-être au travail, et également la question de l'impact sociétal d'une entreprise sur son contexte, sur son environnement, enfin son contexte social. Donc par exemple, je m'engage à ne pas licencier, sauf évidemment catastrophe économique. Je m'engage à ne pas employer des travailleurs à bas prix. Vous savez, ça vaut surtout pour le bâtiment et l'agriculture. Je m'engage à trouver des solutions reclassement si je suis dans l'obligation de licencier, etc. Enfin, pour une PME, c'est des engagements assez forts, hein, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de dumping social, on délocalise. Je m'engage à ne pas délocaliser, même si j'en ai la capacité, etc. Enfin bref.
Et sur le plan environnemental aussi, je m'engage à ce que mes pratiques, enfin, à améliorer mes pratiques. En gros, le principe de ce label, qu'on appelle plutôt une communauté qu'un label à cause de ça, c'est de dire bon bah là pour le coup c'est vraiment un audit extérieur, donc c'est une boîte, je sais plus comment ça s'appelait, Vigéo je crois, qui vient chez vous et qui mesure un peu où vous en êtes sur le plan des normes sociétales et environnementales. Et à partir de là, donc soit vous êtes admis à entrer dans la communauté Lucie ou pas, si vous êtes trop loin, vous n'êtes pas admis. Et à partir de là, ils identifient vos endroits de faiblesse et ils vous préconisent, ils vous disent bon bah là vraiment vous avez des progrès à faire à tel endroit. Alors ce qui est assez drôle dans notre cas, c'est qu'on a failli pas entrer. C'est une démarche volontaire. Il y a un groupe de travail, il y a quand même 12 salariés qui participent. Là, pareil, tous les métiers, tous les niveaux de responsabilité. C'est assez fastidieux parce que c'est case par case. Alors là, est-ce que vous faites tout ? Et on a failli pas être pris parce que l'audit extérieur, qui n'avait jamais fait ça dans un théâtre, on est le premier théâtre en fait à avoir ce label, il trouvait que sur le plan social, on n'était pas du tout aux normes. Vous voyez pourquoi ? Non, tout ça va très très bien. CDD d'usage, les intermittents. Les intermittents, par rapport à une entreprise classique, c'est carrément, c'est juste pas possible, quoi. Ça veut dire que vous prenez des gens, vous les embauchez 3 jours, vous les relâchez, etc. Donc ça se fait pas. C'est pas éthique. Donc on a dit, bah oui, mais nous, on est une entreprise de spectacle, etc. Ah oui. Donc on est passé de justesse à cause de l'intermittence. Et puis après, on a repéré des trucs, notamment sur tout ce qui est égalité homme-femme, diversité, etc. Tout ce qu'on fait était assez empirique, mais on avait aucun élément concret, donc on a mis en place des indicateurs justement pour pouvoir un peu mesurer nos progrès dans ce domaine. Juste en 2 mots, à un niveau un peu méta, puisque c'est le rôle qui m'est dévolu aujourd'hui, sur cette question de l'évaluation, je pense qu'elle est absolument décisive, notamment par rapport aux outils numériques, puisqu'ils produisent évidemment de la data, donc ils produisent de l'évaluable numériquement. C'est un piège en partie, c'est-à-dire que je crois que c'est sûr que le système d'évaluation, s'il est conçu comme un tableau de bord pour un chef qui ensuite va actionner des leviers avec ses fonctions support pour agir sur les équipes de terrain, ça va être quelque chose de très très différent, de forme de type, disons, auto-évaluation, qui vont servir à l'équipe elle-même. Disons qu'en sens inverse, on pourrait dire, il y a quelque chose qui est très difficile à évaluer, c'est le poids de la démotivation créée par une organisation sur une équipe. Comment est-ce qu'on évalue ça ? Et comment est-ce qu'on le met dans la balance avec des gains, disons, économiques ou des augmentations de fréquentation ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc la manière dont on conçoit l'évaluation, je pense, est très précisément liée à toutes les questions qu'on vient d'évoquer et doit se faire par rapport à ça. J'aimerais qu'on parle de ce cas concret, de ce que vous avez mis en place autour de la question de la programmation, si vous pouvez approfondir un petit peu. Oui, parce que c'est vrai, c'est un sujet tout à fait passionnant, c'est-à-dire comment, par le fil de l'organisation, on transforme l'activité finalement. C'est vraiment étonnant, j'en suis étonnée moi-même. Mais vous mettez en place ce type d'ambiance organisationnelle où la contribution est bienvenue. Alors, je l'appelle contribution, je préfère ce terme-là à celui de participation, où on a flotté sur notre terminologie au sein du Grand T. À un moment, on parlait de management collaboratif, tout ça. Et puis, ça a créé des malentendus. C'est-à-dire, les gens ils disaient, alors, quand est-ce qu'on contribue ? En gros, ça devenait... ça crée une aspiration à... Comment on pourrait appeler ça un truc autogéré, quoi. Et en fait, moi, je suis très claire par rapport à ça. C'est pas vers ça que je veux aller. Parce que j'ai quand même une idée assez claire du type d'organisation que j'ai envie de mettre en place et qui me semble intéressante pour nos activités, puisque en fait le truc c'est qu'une fois que vous avez la boîte à outils de reinventing, de l'entreprise libérée, de tout ça, de voir qu'est-ce que vous pouvez prendre vous là-dedans, qu'est-ce qui s'adapte à votre organisation ou pas. Donc contribution, c'est un terme intéressant parce qu'on sent que chacun peut mettre sa pierre, quoi, mais que c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut, en gros, puisque ça,
Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne fonctionnerait pas. Et puis, ça nous ferait perdre des éléments de sécurité aussi. Parce que contribuer, c'est bien, mais se sentir totalement flottant, c'est pas forcément une situation qui est très confortable pour un salarié si on lui dit pas ce qu'on attend de lui en réalité. Donc, on attend quelque chose de toi, mais tu peux bouger les lignes, tu peux faire des propositions, etc. Donc, bon. Alors, je mets ça en préalable parce que c'était très important, notamment sur la question de la programmation. De voir comment on pouvait contribuer sans pour autant qu'on soit tous programmateurs dans la maison. Alors, en fait, c'est passé par plusieurs phases, dont l'une très très importante est aussi la réflexion sur notre politique des publics. Mais vraiment très important parce que à un moment donné, la manière dont je conçois notre activité artistique, elle repose aussi sur le fait que là non plus, il n'y a pas une succession temporelle. C'est-à-dire, il n'y a pas un directeur qui programme et puis derrière un service des publics qui se dit bon, comment est-ce qu'on va faire pour mettre des gens devant ça ? C'est pas l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi notre projet ? Et à partir de ce moment-là, notre projet, qu'est-ce qu'il demande à la fois artistiquement, comme choix et risque artistique, pour aller aussi à des objectifs en termes de public qui ne soient pas seulement des objectifs de fréquentation. Moi, je ne vais pas vous faire tout le truc sur la politique des publics, mais simplement pour dire que parallèlement à notre réflexion sur l'activité de programmation se déroule une réflexion sur notre stratégie des publics. Et c'est dans la résonance entre les deux que va pouvoir trouver sa place justement cette activité de programmation qui devient très ouverte et très collective. Alors, je vous donnerai, je partirai d'un exemple. J'ai rapporté là les versions papier d'un festival qu'on a organisé en 2016 qui s'appelait Tous Terriens. Mathias était venu d'ailleurs parce que par rapport à toutes ces questions, j'ai parlé d'entreprises libérées, j'ai parlé d'organisations plus horizontales, de contribution, j'ai parlé aussi d'impact sociétal, environnemental. Et à un moment donné, se pose la question du sens, quoi. C'est-à-dire que dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde qui est très impacté par les questions de transition sociétale, environnementale, numérique, qu'est-ce que les théâtres, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, quoi. Et moi, j'ai eu des doutes à un moment en me disant, mais en fait, on est des dinosaures. Enfin, tu vois, parce que quand on voit comment ça bouge du côté des PME qui, si elles ne bougent pas, disparaissent, hein, comment ça bouge du côté des communs, des Fab Labs, tout ça, et on se dit, mais nous, là, avec nos spectacles et nos billets à vendre, on est, c'est fini, quoi. Notre temps est fini. Bon, donc petit moment de solitude et de doute. Et en fait, en même temps, en se disant, mais quand même, les théâtres, ce sont des lieux qui peuvent potentiellement être des lieux de rencontre, de culture, d'échange. Pourquoi pas autant que les Fab Labs et les espaces de coworking et tutti quanti. Et donc, j'ai eu cette idée, donc l'idée initiale est venue de moi, puis elle m'a très vite échappé, mais de faire un festival qui ne soit pas un festival d'art, qui ne soit pas un festival de danse, un festival de théâtre, un festival de ceci, mais un festival thématique. Et ce thème, c'était la question climatique. Donc le festival, on l'a appelé Tous Terriens. Nous sommes des terriens, hein, vous savez, on n'est pas des humains mais des terriens, donc notre destin a partie liée avec celui de la planète. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas disparaître ? Parce que c'est pas la planète qui va disparaître, c'est nous, en fait, si on fait rien. Donc, comment redevenir terrien ? Et pour se poser cette question, on a en fait fait appel à la fois à des scientifiques, à des artistes, mais aussi à une multitude de personnes de la société civile. Et si je parle de ça, j'en parlerai pas trop longtemps, vous pourrez regarder un peu, c'est qu'en fait, ça a été le point de départ de cette vision partagée de la programmation, parce que c'est un festival qui était tellement riche en rencontres et tout ça, parce que l'idée c'était, on va rencontrer des gens qui travaillent dans le domaine de la transition environnementale, on va voir ce qu'ils font, puis on va voir si on peut les inviter à faire quelque chose dans ce festival qui durait 3 jours. Et plus on en rencontrait, plus ça partait dans tous les sens, et plus ça partait dans tous les sens, plus il était évident que moi, en tant que programmatrice, je pouvais pas tout faire, quoi. Et donc, on a mis en place un autre mode de travail, qui était le mode projet.
en disant bon bah ça, il y a, je vous rappelle qu'il y a toujours le paquebot et ses 100 000 billets derrière. Hein, donc ça, on s'y met 2 ans à l'avance, parce qu'on avait entre-temps, on avait fait la formation sur le pilotage et mon équipe m'avait dit tu nous fais chier parce que tu fais tout le temps des projets à la dernière minute où on n'a pas le temps, donc t'arrêtes. Ok. Donc 2 ans à l'avance. Alors 2 ans, là, on se met à se dire on pourrait faire ça, puis on tire les fils. Et en fait, le mode projet fait qu'il y avait à mes côtés une chargée de production et une chargée de médiation qui était considérée comme pilote du projet, donc qui en suivait la progression, qui pouvait avancer même quand moi j'étais pas là, et que à un certain moment, le projet a en fait tellement enthousiasmé aussi l'équipe qu'il y a eu plein d'idées qui sont arrivées de partout et on a décidé de les prendre. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça a été un peu tous programmateurs. Je vous donne un exemple, hein, mais on avait comme objet central de la manifestation qui se déroulait partiellement en extérieur, on avait appelé ça la cyclo-partie, un ensemble, une scène qui allait devenir une scène de danse, de DJ le soir, qui était dont l'énergie était fabriquée par des vélos générateurs. Vous avez déjà vu ça sûrement. Donc on a fabriqué les vélos générateurs, donc on a fait appel à une entreprise, puis à une école d'ingénieurs, puis alors là tout à coup on était tout perdu parce qu'on savait plus si l'équipe technique était les médiateurs étaient ils nous piquent notre boulot. On disait non mais oui mais ils sont avec l'école d'ingénieurs, oui alors vite il y avait le médiateur qui courait derrière. Enfin ça nous a fait un effet ce festival parce que toutes les cases dans lesquelles on avait l'habitude de travailler, il y avait rien qui marchait. C'est-à-dire c'était l'équipe technique qui avait des idées de médiation, les médiateurs ils savaient pas quoi faire parce qu'il y avait pas de salle à remplir. Je rigole mais c'était un peu ça quand même. Ils étaient complètement perdus, un peu démotivés, un peu angoissés d'ailleurs en se disant mais on sert plus à rien nous. Et par exemple donc cette cyclo-partie qui était à la fois un petit théâtre de verdure, un petit théâtre de performance animé par Sébastien Barrier, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais qui était artiste associé au Grand T aussi, mais qui a permis d'organiser des équipes de pédaleurs qui étaient par exemple des salariés des entreprises membres du club entreprise, des personnes qu'on accompagne à travers des projets de culture solidaire et inclusion sociale, etc. Donc là, on se disait par exemple, les médiateurs disaient oui, mais est-ce que c'est de l'art hein, de les faire pédaler est-ce que on est bien dans nos missions? Donc là, on savait plus trop. Et puis cette cyclo-partie qui était donc totalement animée tout le samedi, on avait prévu de la démonter dans la nuit. Et là, il y a eu un mouvement de revendication dans l'équipe en disant ne démontons pas la cyclo-partie. J'ai dit oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le dimanche? Et donc ils ont dit nous, on va trouver des idées. Donc il y a un gars de l'atelier qui a trouvé une idée, et c'était assez étonnant comme processus. Et si je raconte ça, c'est que ça a été le point de départ où je me suis dit parce que ce vécu-là, l'équipe voulait le revivre. Mais moi, je savais pas trop comment faire avec une saison, quoi. C'est-à-dire, donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que programmer? Finalement, qu'est-ce que c'est que programmer? Et là, quand vous réfléchissez 5 minutes, c'est assez intéressant parce que c'est plein d'étapes différentes. Certaines, vous les partagez et d'autres pas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord connaître ce qu'il y a à programmer. C'est ça le gros boulot d'un programmateur, c'est d'être tout le temps en veille, aller voir des spectacles, y compris ceux qu'on ne va pas programmer, pour connaître l'offre et aussi dépouiller les courriers, les emails, les machins. Donc, on est submergé à longueur de temps, mais on ne peut pas tous les détruire, on les regarde quand même un petit peu, mais c'est un sacré boulot. Donc, c'est ça, programmer à la base. Et une fois qu'on s'est déplacé, qu'on a vu les choses, c'est choisir ce qu'on va mettre sur son plateau, dans ses plateaux, le plateau, ceux des 22 communes, tout ça. Donc. Et comment on fait, qu'est-ce qu'on choisit? Et en fait, moi, souvent, ce que je dis quand je parle de ça, c'est programmer, c'est pas choisir les spectacles qui vous ont le plus intéressé. C'est trop simple. C'est pas votre top 50 dans notre cas, c'est parce qu'on n'a pas que 10, on en a 50. C'est pas votre top 50 des 50 meilleurs spectacles de l'année pour vous en tant que spectateur. Parce que quand vous êtes directeur, programmateur, vous êtes un spectateur, mais un spectateur professionnel. Donc, vous n'en êtes pas dans votre parcours de spectateur au même endroit que tous les gens qui viennent dans votre théâtre. Alors, ça, une fois dit, ça veut dire que je me suis d'abord entourée progressivement de conseillers, notamment pour la danse, parce que je trouvais que je ne voyais pas assez de danse. Donc, je me suis dit, c'est pas sérieux, en fait. Si programmer, c'est être en veille, faut voir. Donc, des conseillers, un conseiller pour la danse, un pour la jeunesse,
puisque, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'éducatifs, de dispositifs d'éducation culturelle. Et puis, dans l'équipe, il y avait un gars qui s'était finalement plus ou moins spécialisé dans les spectacles qui tournent là dans les théâtres municipaux, qui sont des plus petits théâtres que le Grand T. Oui, parce que j'ai pas dit, mais c'est une salle 850 places, 18 mètres d'ouverture, c'est un gros bateau, d'où la métaphore du paquebot. Et donc, c'est pas tout à fait les mêmes spectacles. Enfin, il y en a quelques-uns qui arrivent à circuler dans les deux, mais pas souvent, entre le grand plateau de Nantes et les plateaux, les théâtres avec lesquels on collabore à la périphérie. Donc, ça fait qu'on était 4 finalement. Puis je me suis dit, 4, ça c'est comme une équipe, quoi, en fait. C'est une équipe. C'est pas juste des conseillers avec qui j'ai des conversations privées. C'est une équipe. Donc, prise de conscience qu'il y a un certain nombre, là aussi, des contributeurs. Première étape. Et puis deuxième étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, on programme pas seulement pour se faire plaisir et choisir les trucs les plus intéressants du moment, les plus créatifs, les plus avant-gardistes, les plus innovants, mais on programme en fonction d'une politique des publics. Quelle est notre politique des publics ? Donc ça a été l'objet de grands débats. Ce secteur dans la maison a été le plus agité en fait par toute cette transformation. Et d'après ce que me dit la Belle Ouvrage, c'est le secteur dans nos métiers qui est actuellement le plus secoué. Quand je dis secoué, ça veut dire que ça s'est traduit par des départs des personnes à la direction des services. Et quand je dis des départs, c'est pas des départs à la retraite. C'est une personne qui est partie parce que c'est pas qu'on s'entendait pas, parce que moi je suis tout à fait satisfaite de son travail, mais elle se voyait pas, elle se projetait pas, disons, dans la manière dont je pensais les choses et l'organisation. Donc elle est partie, elle a trouvé un super poste, ça pas de problème. Elle a progressé en réalité, donc super. Et puis une autre qui est partie il y a pas longtemps, parce que c'est une fille super, pareil, vraiment super fille, mais elle adorait les organisations pyramidales. Donc un jour elle m'a dit non mais moi je comprends pas ce que tu veux, j'y arrive pas. Donc elle a décidé carrément de changer de métier. Elle était là depuis 12 ans et ça s'est bien passé, je veux dire, mais elle se reconnaissait pas du tout dans ces questions de contribution. Ça disait non, moi j'y arrive pas, quoi. Donc ça fait que ce domaine d'activité a connu vraiment dans l'établissement, ajouté à ça des congés maternité successifs des personnes en charge aussi. C'est la vie, mais ça facilite pas quand on est dans une phase de grande transformation. Une personne qui est absente 6 mois, elle rate un truc et elle n'arrive pas toujours à raccrocher les wagons. Donc bref, aujourd'hui, je pense que le service est un peu stabilisé. C'est Juliette Kaplan, que vous connaissez, puisqu'elle vient souvent au TMN Lab, qui a pris la direction de l'ensemble du service des publics. Et on a du coup réuni 2 services qui étaient séparés, ce qui a été l'occasion de toute l'année, là, depuis la rentrée, de faire un grand séminaire sur la politique des publics. Qu'est-ce qu'on veut ? Et en gros, sans donner trop de détails, le maître mot, c'est la mixité. C'est-à-dire que vu le gros bateau qu'est le Grand T dans son univers local, la question essentielle, c'est la mixité du public. Mixité des parcours de spectateurs, donc des très avertis, des primo-arrivants. Mixité générationnelle, mixité d'origine, mixité raciale, tout ce que vous voulez. C'est notre dada, en tout cas c'est le mien. Là, pour le coup, je crois que j'ai un peu influencé le propos. Mais derrière, c'est comment on fait. Et là, quand on revient à comment on fait, là, on remet tout sur la table. Et je ne perds pas le fil de la présentation. C'est là où en termes de programmation, si moi, en tant que directrice, mon objectif c'est la mixité, faut que je l'assume. Et donc je ne peux pas mettre au plateau tout le temps, je sais pas moi, Yann Fabre et c'est un peu vieillot, mais Macaigne et j'en sais rien. Bon bref. Donc comment organiser la mixité de fréquentation ? En organisant la mixité de programmation. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est qu'il y a au Grand T une réunion mensuelle de programmation tous les mois. C'est-à-dire que là, on vient de finir la programmation 18-19. Ça veut dire que pour 19-20, on a déjà des idées, évidemment, puisqu'on a rencontré des artistes, qu'on a des trucs en création, machin. Et ça veut dire qu'avant l'été,
dans la première réunion de programmation de la saison 19-20 avec l'ensemble de l'équipe, on fera état de grandes lignes, enfin, en disant, bon, bah, voilà, on va vers ça, il y aura probablement ci, ça, ça, ça. Et que ensuite, si c'est mensuel et à géométrie variable, c'est qu'en fonction des sujets, on réunit les gens qui ont quelque chose à dire. Par exemple, la fameuse billetterie, médiation, nanana. On essaie d'évaluer vraiment précisément, en ce qui concerne les dispositifs d'éducation artistique et culturelle, la politique de diversification des spectateurs et donc de primo-arrivants, les politiques sociales, parce qu'on a un très gros volet, évidemment, comme on est financé par un département disons, théâtre et inclusion sociale. Donc, est-ce qu'on a assez de billets pour mettre en place ces politiques? Est-ce qu'on a les spectacles qui correspondent pour mettre en place ces politiques? Vous, évidemment, vous ne faites pas une politique d'éducation artistique et culturelle avec 12 000 élèves de 14 ans, avec des propositions totalement inadaptées. C'est pas possible. C'est ça que je veux dire quand je parle de réunion de programmation. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est l'adéquation entre l'offre artistique et la politique des publics, sans oublier l'émission artistique, c'est-à-dire que, par exemple, ça va pas m'empêcher de programmer, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, Dieudonné Nianguna, tiens, parce qu'il a bien vidé les salles. Non, mais c'est vrai. Parce que pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, qui vont être par exemple des raisons de conviction sur les questions de diversité au plateau, etc. Et puis de montrer des œuvres étonnantes, déroutantes et tout. Simplement, on ne se donne pas les mêmes objectifs de fréquentation, c'est tout. C'est-à-dire que, ou bien quand on accompagne des artistes, dans nos missions des artistes locaux, il arrive qu'on fasse une série de 5 dates d'un artiste local, on sait que la salle sera à moitié vide, c'est pas pour le public qu'on fait ça, c'est pour l'artiste. Donc, à chaque spectacle, un objectif différent de fréquentation. On n'a pas un objectif global de fréquentation. Bon, quand on a 22 représentations du cirque Plume, on ne se pose pas beaucoup de questions, quoi. On sait que ça va se remplir tout seul, il n'y a rien à faire. Et puis que c'est effectivement les primos, les familles, tout ça, ils trouveront leur... Mais après, c'est vrai que... on se le dit aussi avec les conseillers, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Ça a été très intéressant avec mon conseiller de danse, parce que c'est Damien Valette, qui lui adore vraiment tout ce qui est les avant-gardes, quoi, c'est son truc. Et je lui dis, oui, mais nous, on ne peut pas présenter que ça. Donc, on va réfléchir ensemble. Toi, tu vois tellement de danse, t'en vois, je vais dire 10 fois, mais je dirais 30 fois plus que moi. Donc, ce que je te demande, c'est de proposer un panel de spectacles de danse pour le grand plateau, qui justement aille du très grand spectacle consensuel à quelque chose au contraire qui n'a jamais été vu à Nantes, etc., etc. Bon, et voilà pour faire bref à quoi ressemble la réunion de programmation. Alors, inutile de vous dire qu'il y a quand même, on a gardé le rituel de la présentation de saison. C'est bientôt, là, c'est en mai où je fais la présentation de saison à l'équipe. Mais au moment où je fais la présentation de saison, tout le monde est au courant, en fait. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est juste que, j'ai dit, mais on va supprimer ça sert à rien. Tout le monde sait déjà ce qu'il y a. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est bien parce que tu nous refais un balayage, nanana. Mais si vous voulez, ils sont déjà au courant 6 mois. Enfin, et l'autre élément très très important, oui, c'est bien entendu que, notamment pour toute la partie action culturelle, médiation et tout ça, ça veut dire que les médiateurs, ils peuvent réfléchir 1 an avant à qu'est-ce qu'ils veulent faire, et donc on peut mobiliser des budgets, etc., etc. Voilà. Et puis après, ça va même plus loin que ça, à vrai dire, puisque on a aussi mis en place l'idée que chaque année, on a au moins 2, on appelle ça des grands projets, on ne sait pas trop comment les appeler, c'est-à-dire des projets qui vont traverser toute la saison où art et médiation sont totalement liés. Là, on a par exemple dans l'année en cours, on en avait 3 en fait. On avait tout un portrait de Joanne Le Guilherme. Je ne sais pas si vous avez vu ça à Nantes. On a fait sur toute l'année tout un portrait de Joanne Le Guilherme avec tous ses spectacles, toutes les expositions et tout. On est 6 théâtres et 3 musées à participer à cette opération sur nos fonds propres. Et donc, ça a donné lieu à une multitude de propositions de médiation, mais vraiment, c'est-à-dire, y compris Johan, il s'est mis à faire des œuvres participatives, le truc incroyable. Et donc là, c'est pareil, il y a 2 pilotes, un pilote production, un pilote médiation, et c'est eux qui ont tout construit. Moi, j'ai rien construit du tout.
Enfin, j'ai construit l'organisation, le cadre avec budgétaire, je dirais, et institutionnel, avec l'ensemble des autres théâtres et des musées. Et toute l'activité, c'est l'équipe qui l'a construite. Même chose avec, il arrive demain d'ailleurs, Stadium de Mohamed El Khatib. Donc on les accueille pour une semaine de représentation. Et autour de ça, on a, mais moi j'ai rien foutu. Donc 2 personnes de l'équipe ont construit un projet qu'ils ont baptisé Jour de foot, qui consiste autour de cet accueil, à monter des activités dans un quartier avec lequel on a du coup conclu un jumelage, mais ça je ne l'ai pas vu venir, c'est les collaborateurs, à force d'être sur le quartier, à un moment la DRAC leur a dit, quand ils se sont déplacés pour chercher de l'argent, ils ont dit, vous voulez pas faire un jumelage? On est venu voir, ils me dit, tu veux pas faire un jumelage? J'ai dit, si, on va faire un jumelage. Et donc, c'est là aussi 2 collaborateurs, un en production et en médiation, qui ont construit entièrement 2 activités notamment super. L'une qui consiste on a construit des baby-foot avec l'atelier de fabrication de décors, un atelier local, 2 baby-foot customisés, qui ont été dessinés par Laurent Cadillac et Jérôme Bouvet, donc des artistes qu'ils ont eux-mêmes choisis pour venir faire cette action particulière. Et puis un autre, Géronimo, qui a fait avec une école un lycée de couture, un tifo géant là. Vous savez, les tifos, c'est ces grandes banderoles qu'on met dans les stades. Et donc les supporters, vous le dites pas, les supporters de Lens auront la surprise demain soir de voir se déployer dans le gradin du Grand T un immense tifo qui leur dit bienvenue de la part du FC Nantes. Donc, et ça, c'est pareil, c'est l'équipe qui a tout inventé. Moi, j'ai pas fait. Donc, on est dans des processus de délégation sur le plan aussi de l'activité artistique qui sont très importants. Et pourquoi ça? Parce que pour refaire le lien avec ce que tu expliquais sur les transformations des organisations, tant que vous ne touchez pas au cœur sensible de votre activité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes transformé. Et nous, le cœur sensible de notre activité, c'est la programmation, c'est le précaré depuis toujours du directeur. Et donc, si c'est pas ça que vous partagez, vous avez rien partagé en réalité. Donc, on est là dans un processus très très important à cet endroit. Et inutile de vous dire que forcément que là, on est aussi sur des éléments qui sont très motivateurs. Je suis pas encore revenue sur les risques et les inconvénients. Mais... J'ai une question. Comment se passe, j'ai bien compris comment la délégation, les contributions partagées sont innervées, et comment ça remonte après? Par exemple, dans le cadre de ce projet... Réunion mensuelle. Voilà, moi j'ai une réunion mensuelle avec mes pilotes. Comment les 2 médiateurs production? Réunion mensuelle avec les pilotes, donc ça fait un peu de formalisme. Non. Donc moi... et leur responsable de service aussi pour qu'ils soient au courant, puisque on n'est pas sur c'est pas des N-1, c'est des N-2 qui sont les pilotes. Hein. Donc en fait on fait une réunion. Enfin on a tâtonné au début, on n'avait rien fait, ça a été un peu le bordel. Donc cette année on a dit on va faire une réunion mensuelle. Donc on a un rendez-vous mensuel avec les 2 pilotes et donc la responsable Juliette du pôle public et le responsable du pôle spectacle Benoît, parce que sinon eux-mêmes ils sont un peu déconnectés. Et puis ils nous racontent où ils en sont, et nous ça nous permet aussi de réagir en termes de institutionnel, protocole, mécénat, etc. En fonction de où ils en sont, on déclenche aussi d'autres. De façon à ce que le projet en question ne devienne pas un satellite autonome, une entreprise, une auto-entreprise, disons, des salariés dans la maison. Donc de refaire le lien avec l'ensemble de l'activité. Alors, vous aurez quand même compris, même si je disais, j'en suis pas aux inconvénients. Les inconvénients, c'est évidemment, il y a beaucoup de réunions. Parce que plus on partage, plus on se réunit. Donc, c'est un sujet compliqué parce que ça comprime quand même le temps de travail. Et là aussi, juste un mot, mais pour répondre plus généralement par rapport à ces transformations organisationnelles dans d'autres milieux, ce qu'on trouve dans toutes ces entreprises, c'est une réflexion continue pour éviter la reconstitution de microstructures hiérarchiques dans l'entreprise en permanence. Donc ça concerne notamment les questions de spécialisation
la question de la programmation en est une éminente, où à chaque fois on essaye de débrancher ces questions-là. Donc en faisant appel à des consultants extérieurs, en essayant de faire attention à ce que personne ne reprenne en quelque sorte un rôle de petit chef dans une équipe. Voilà, c'était une parenthèse de méthode. Ça marche pas. Effectivement, le risque de chronophagie est sans doute important. Moi, j'ai deux questions. L'une qui n'a pas d'ailleurs à voir avec cette chronophagie. Donc, je la pose d'abord. C'est comment vous avez désigné, ou comment se sont désignés les conseillers Les conseillers artistiques, ou les pilotes l'un et l'autre. Enfin, quel est le processus de désignation de ces fonctions-là? Et puis, par rapport à la chronophagie, justement, et par rapport à notre sujet aujourd'hui, est-ce que le numérique ne permet pas d'éviter un certain nombre de réunions et comment vous l'utilisez finalement? Alors, les conseillers, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des conseillers extérieurs, c'est-à-dire ces gens qui ont des missions, des petites missions d'ailleurs. Le conseiller danse, c'est moi qui l'ai choisi, tout simplement, puisque c'est à la fois un ami, puis quelqu'un que je connais bien, en qui j'ai confiance et qui voit beaucoup de spectacles de danse. Et c'est une mission, une prestation. C'est des petites missions. Je ne vais pas dévoiler parce que je crois mais enfin, c'est très 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 loin d'être un salaire, c'est ça que je veux dire. Et pour la conseillère jeunesse, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la personne qui au Grand T programmait la jeunesse. Elle était dans la maison, c'est une des personnes qui est partie là. Et à un moment donné, justement, comme elle est montée en responsabilité d'encadrement d'équipe, etc., elle n'avait plus vraiment le temps de faire tout le travail de veille. Donc, je lui ai dit, mais et si tu prenais une conseillère, comme moi? Elle a dit, ok, et c'est elle qui l'a choisie, parce que moi, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je ne veux pas non plus exagérer, mais je préfère que c'est la personne qui va travailler avec elle qui choisit sa conseillère. Et là, elle est partie et on a gardé la conseillère. Voilà. Qui va être encadrée par une autre personne de l'organisation. Et en ce qui concerne les pilotes projets, en fait, là c'est pareil, c'est un peu dans le pragmatisme et tout ça. Quand on a fait ce festival, qui a été pour nous, enfin toute l'équipe vous le dirait, c'est un turning point. Donc au départ, on n'avait pas trop pensé l'organisation. Enfin moi, j'avais pas trop pensé l'organisation. J'y allais comme ça un peu la fleur au fusil, quoi. Puis quand ça a pris des proportions, on s'est dit il faut quelqu'un. Il se trouve que, mais c'est drôle parce qu'en même temps, les choses se font toutes seules par moments et c'est bien tombé. Il se trouve qu'on avait embauché une personne qui est aujourd'hui, dans la définition du poste, est chargée de production, qui venait d'un CDN, qui avait fait beaucoup de production, à un moment où je pensais qu'on allait peut-être en faire, et puis finalement on n'a pas fait. C'est-à-dire que, pareil, le projet artistique évolue. J'arrive, je me dis, on dirige un gros établissement, il va falloir faire de la production. Puis au fur et à mesure de ça, je me dis, en fait, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire d'aller innover dans des champs bizarroïdes et pas de produire des œuvres. De toute façon, tout le monde le fait, il y en a assez comme ça. Nous, on peut être coproducteur des projets des autres, il n'y a pas de problème. Donc, on ne va pas développer une cellule de production. Et donc, elle faisait... Genre, j'ai quitté un CDN pour venir dans un truc où on fait que de la diffusion et elle faisait que de la logistique, quoi. Donc, elle commençait à se dire, je me suis trompée, je vais m'ennuyer. Et donc, on lui a donné ça à manger, et elle a adoré, donc tout va bien. Ce qui fait que dans le petit pôle spectacle, parce que c'est un petit pôle, il y a le responsable, il y a elle et il y a une assistante, ils sont 3 personnes, elle est devenue désignée d'office pour être la personne référente au pôle production, qui fait la coordination de ces projets. Et elle adore ça, et elle a un peu changé de métier, mais c'est quand même de la production, mais c'est pas de la production de spectacle, c'est la production d'événements, si on peut dire, enfin de festivals. Et puis de la coordination, plein de partenaires, tout ça, donc voilà. Et du côté du médiateur, puisqu'on s'est dit c'est important qu'il y ait toujours une personne du pôle public qui soit en face, ça dépend un peu, on a initié l'idée de dominante. Ça dépend de la dominante du projet. Par exemple, on en a un aussi avec Olivier Letellier à l'extérieur, sur le pays d'Ancenis, là, un de nos territoires
extérieures à la métropole. Et là, la dominante, elle est en éducation artistique et culturelle, jeunesse. Donc, c'est le médiateur, la médiatrice, en l'occurrence, responsable de l'éducation artistique et culturelle, qui est l'alter ego de la chargée de production. Et l'autre projet que j'ai évoqué autour de Stadium de Mohamed El Khatib, vous avez compris, c'est un jumelage avec un quartier de politique de la ville, donc on est plutôt sur une dominante inclusion sociale. Donc c'est le responsable du secteur inclusion sociale qui est le binôme médiation de... Voilà. Et puis, il y a un troisième secteur qui est un peu multiple, enfin, où on a mis proximité, voisinage, spectateur individuel, enfin un peu de tout. Et elle va être aussi copilote sur un projet qu'on fait l'année prochaine, qui est un festival autour de la question de l'écriture de l'histoire. Nous autres, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, que ce sera la 3e édition au Grand T. Voilà, ce sera elle qui sera chargée de... Et sur les outils, c'est vrai que j'ai peu parlé de numérique parce que c'était le deal de parler plutôt de transformation organisationnelle et je dirais dans une relation numérique qui est plus diffuse, qui vient de l'ambiance globale de la société, qui est très influencée par le mode collaboratif et tout. Alors effectivement, donc là les innovations viennent très nettement de 2 pôles, la technique et le pôle public. Avec Juliette qui vient donc souvent au TNM Lab et je crois qu'elle a rapporté pas mal d'idées d'ici. Donc est-ce que ça permet de réduire le temps de travail en réunion ? Alors, on a un serveur très très bien organisé. C'est vraiment un outil de travail, donc où on sait où aller chercher les documents, tout ça. Ça fonctionne. On a utilisé plein de Google Docs, Google Forms. On a plein de documents partagés, etc., qui effectivement font quand même gagner du temps, notamment pour la programmation. C'est des tableaux tout simples, mais spectacle à voir, spectacle vu, idée pour tel, puis ça nous permet de tous renseigner ça, tous les conseillers où qu'on soit, donc c'est pratique quand même. On utilise beaucoup les cartes mentales aussi, mais ça permet de clarifier sa pensée, mais de gagner du temps, j'en suis pas sûre. On a tenté Trello sur ça justement, et on s'est demandé si ça rajoutait pas du temps plutôt que d'en enlever en réalité, parce que c'est quand même complexe à utiliser, puis il faut hyper renseigner le truc pour qu'il soit opérationnel et finalement parfois quand ça commence à chauffer, ça va plus vite de se dire un truc que de le mettre dans Trello, et en fait si on le renseigne pas, très vite il sert à rien parce qu'il est plus à jour. Donc on cherche, mais la question du fichier aussi. Donc je vous ai dit, on a changé de logiciel de billetterie. Ça aussi, ça a été un chantier collectif. C'est un groupe de travail de 12 personnes pendant 1 an qui travaillait sur le changement de logiciel de billetterie avec du benchmarking, des visites, des machins. Quand je dis 12 personnes, c'est parce que c'est administration, billetterie, production, médiation, c'était un très très gros chantier. Ça nous a beaucoup. Donc, ce logiciel-là, oui, sans doute un peu, mais on n'a pas encore trouvé le logiciel miracle qui nous permette de faire moins de réunions. La seule chose qu'on ait trouvée qui nous permette de faire moins de réunions, c'est la confiance, quand même. C'est-à-dire que moi, notamment, parce que sinon, s'il faut que je sois réceptacle tout le temps de tout, ça devient le délire. Donc il y a des moments je lâche en fait, et j'invite mes collaborateurs directs à faire de même où ils sentent qu'ils peuvent le faire, parce que c'est la meilleure façon de pas réétouffer l'organisation, pas par les mêmes étouffements, les étouffements du haut, mais les étouffements de tout est dans tout, quoi. L'effet entonnoir.
Ouais. Sur cette question des outils, évidemment, je la regarde attentivement depuis le ministère de la Culture et je vois vraiment les deux versants sur le numérique, c'est-à-dire que il y a certains projets où on a l'impression que ça apporte une plus grande souplesse des relations, que ça permet effectivement de gagner du temps, et il y a certains endroits, et souvent c'est un peu plus là où je passe du temps, où c'est associé, à tort ou à raison, mais à des crises sociales tout à fait profondes. Je crois que c'est important aussi de le dire. Je connais un certain nombre d'établissements où vraiment des situations de mal-être importantes sont associées au numérique. Je pense qu'en général, c'est un tout et ça va avec plein d'autres choses relationnelles autour. Mais le fait est que y a des équipes entières qui peuvent se sentir dépossédées, sur le carreau, et finalement abandonnés par leur organisation en raison de ces outils numériques. Donc ça, c'est quelque chose de sensible. Je n'ai pas de règles absolues sur ce qui va marcher et ce qui ne marche pas. Ce que j'observe quand même, c'est que quand on associe les équipes dès les phases amont de conception de ces outils, dans des méthodes, disons, proches du design thinking, pour le dire de manière globale, c'est-à-dire où l'utilisateur final est intégré au processus dès les toutes premières réunions de conception, en général, ces problèmes ont quand même moins tendance à se produire. Et de même, quand les équipes techniques qui sont chargées de les mettre en œuvre ont une place pleine et entière au sein de l'organisation et ne sont pas conçues comme une sorte de petite niche qui apporte quelque chose de l'extérieur et qui n'a rien à dire. Voilà, quand on arrive à maintenir ces équilibres, en général, les choses se passent mieux quand c'est, pour le dire un petit peu. Les pires cas que j'ai vus, c'est quand on a des services, des SI un peu à l'ancienne, dont le focus principal est la sécurité, qui arrivent et qui produisent des outils très peu ergonomiques, très lourds, et on se retrouve dans des situations où on a l'outil qu'on est obligé d'utiliser, et comme ça marche pas, on refait tout en papier en parallèle pour dédoubler. Alors c'est dit comme ça, c'est drôle, mais en fait quand c'est dans le quotidien, c'est horrible, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, moi sur le numérique, en fait, je vois toujours l'ambivalence sur en fait tous les sujets. C'est-à-dire que par exemple des outils qui peuvent servir à ouvrir et à rendre plus transparent, qui je crois un des mots-clés de la conversation ce matin, la transparence des informations, le fait qu'elles sont accessibles à tous les niveaux d'une organisation, et ben ça peut très facilement aussi servir à faire sauter des postes, par exemple. Donc voilà, tout ça c'est très... et donc à créer du danger, à créer de l'insécurité, etc. Donc moi je vois toujours les deux facettes qui arrivent ensemble. J'ai pas de règle malheureusement absolue sur comment faire pour que ça se passe bien à tous les coups. Oui, ça c'est un élément important, pas de règle, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi ce que je vous raconte c'est une histoire, c'est-à-dire l'histoire de la transformation d'un théâtre qui ne sera jamais finie et qui en plus est liée, vous l'avez compris, à un projet aussi. Quand j'ai dit on a abandonné la production pour faire ça, c'est pas dans un autre théâtre on ferait le choix inverse. Donc forcément une organisation elle est adaptée à l'activité et au projet. Donc elle s'invente et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle s'invente, comme tu l'as dit, pour qu'elle fonctionne. Elle s'invente dès le départ avec ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai inventé l'organisation du Grand T, c'est toute l'équipe dans son ensemble à différents moments, avec encore une fois les moments de raté et les moments de... Alors, j'en viens quand même aux inconvénients que je vois, moi. Après, il faudrait demander aux gens qui travaillent de... Alors, je parlais de chronophagie. Donc, ça a été... Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que à chaque étape, on voit un problème arriver. Vous voyez ce que je vois ? On pense, on croit toujours faire du mieux possible. Donc, par exemple, on transforme, première transformation, on se dit, là, c'est bon, ça va marcher. Et puis, apparaît quelque chose de nouveau. Par exemple, je me souviens, c'était assez drôle. Ça, c'était assez, je devais faire 2 ans que j'étais là. À un moment, ma fameuse équipe de direction, que j'appelle ma Dream Team, me convoque. Donc, il me convoque. Il me dit, on a besoin de te parler, etc. Bon, ok. Donc, je dis oui. Et là, donc, ils me disent, non, mais ça va plus, on est crevé, on n'en peut plus, il faut que tu arrêtes, gna. Je fais ok. Et c'est là, vous savez, les autres ne sont pas toi, gna. Ils peuvent avoir une vie, ils sont pas tous, ils sont pas que ça à faire dans la vie que de mettre en place ton projet et tout. Donc, là, je suis rentrée chez moi avec ça, j'étais voir ma coach, je dis, et que faire ?
Et bon, prise de conscience quand même. Effectivement, on peut pas mener une équipe à un train d'enfer tout le temps parce que on recrée de la souffrance à d'autres endroits, mais qui sont pas plus intéressants que ceux de la suggestion ou de la domination. J'ai envie de dire, c'est pas intéressant. Donc, comment faire pour que la machine continue à fonctionner et ne se mette pas en surchauffe dangereuse, disons, parce que c'est pas l'idée. On va pas envie que tout le monde fasse du burn-out et tout ça. En tout cas, il faut en prendre conscience qu'on n'a pas envie de ça. Et donc, que faire? Et ça va vous surprendre, mais par exemple, aujourd'hui, un de mes rôles principaux, c'est d'arrêter les projets. C'est-à-dire, non, mais je ne plaisante pas, et c'est difficile. On a dans les divers séminaires de direction dont j'ai parlé, il y en a un qui s'appelle charge d'activité, qu'on fait en général soit en juin, soit en septembre, où on regarde un peu tout ce qu'on a en magasin. Parce que chacun a son petit projet dans son coin, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, alors il y a 3 grands projets il y a toujours la saison qui suit son cours, faut pas c'est le bruit de fond de l'activité, faut pas l'oublier celle-là, parce qu'elle nous prend beaucoup de temps. Puis il y a les 3 grands projets machin, puis il y a l'autre qui veut changer le logiciel de billetterie, puis il y a l'autre qui veut reconstruire la billetterie, puis il y a l'autre qui veut rénover je sais pas quoi, changer de charte d'identité graphique et tout. Et donc moi je regarde tout ça, je fais non, il y a trop de trucs là. Et donc il y a l'autre qui veut faire l'audit RSE de Lucie. Et donc par exemple, mais ça me fait rire en même temps, mais il y a je peux vous raconter le moment où j'ai dit à l'administrateur non, on fera pas l'audit Lucie cette année, ce sera l'année prochaine. Et il m'a fait la gueule pendant une semaine parce que je l'ai empêché de faire un truc. Mais moi, je savais bien que si on met tout ça, parce que le problème, c'est que chacun a une idée dont il est pilote, mais ces idées, vu la manière dont on travaille, elles impliquent quasiment tout le temps 10 personnes. Et ces 10 personnes, elles vont aussi être sollicitées pour suivre le projet truc, la charte graphique. On change de site internet l'année prochaine. Alors, tu regardes dans ton agenda, tu as cahier des charges internet, parce qu'évidemment, il y a 10 personnes qui sont sollicitées pour savoir qu'est-ce qu'on attend du site internet. Donc, on peut pas faire ça et ça et ça et ça. Donc, franchement, un de mes rôles très importants aujourd'hui, c'est d'arbitrer et de limiter. Première chose. Et la deuxième, c'est de dire, chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, ça j'ai imposé ça depuis l'année dernière, ça m'est venu, on abandonne autre chose. Puisque dans la mesure où j'ai eu une illumination aussi à un moment, nous ne sommes pas des entreprises privées. Donc, par exemple, le Grand T fonctionne bien aujourd'hui, le public est là, la confiance des investisseurs, j'allais dire, des tutelles publiques est là, etc. Donc, on n'a pas de problème de diminution de budget, on n'a pas de tout ça, on aurait même plutôt des augmentations, je n'ose pas à peine le dire, mais parce que, bon. Bref, donc tout va bien. Mais la structure économique de nos établissements est telle que malgré ça, on ne peut pas se développer, on ne peut pas embaucher, on ne peut pas, puisque vous le savez bien, on ne produit pas de bénéfices, on ne produit que du déficit économiquement. Bénéfice social, bénéfice ce que vous voulez, bénéfice artistique, bien sûr. Mais économiquement, nous avons des modèles économiques qui ne produisent pas d'argent, ne produisent pas de bénéfices. Donc, on ne peut pas embaucher. On va pas, sinon, si on embauche, on n'a plus d'argent pour l'activité. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que dans ce contexte-là, innover, c'est renoncer à autre chose. Vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous abandonnez autre chose. Donc, quand quelqu'un me demande, je voudrais faire ça, je dis, qu'est-ce que tu lâches? Je sais pas. Tu reviens quand tu as trouvé. Sinon, c'est pas possible. Hein. Et de la même manière, par rapport à ce changement permanent et l'insécurité dont tu parlais, c'est vrai, par exemple, qu'aujourd'hui, chaque départ, retraite, départ pour un autre poste, quelle que soit l'origine du départ, au niveau du personnel, on rebat presque tout, pas toutes les cartes, mais toutes celles qui l'environnent, hein, grosso modo. C'est-à-dire, on n'a jamais pu embaucher un chargé de communication numérique, sauf le jour où le graphiste, qui était là depuis 37 ans, je crois, il est parti à la retraite. C'est bien la retraite. Et nous, on disait, faut enfin pouvoir... Donc, on a embauché un chargé de com numérique, mais ça veut dire que le graphisme, on n'en fait plus, on l'a externalisé. Donc, ça veut dire aussi que la manière dont on conçoit les tâches à l'intérieur, elle est en changement aussi permanent. L'assistante artistique qu'avait mon prédécesseur, elle est partie aussi. Et moi, j'en voulais pas d'assistante artistique. Ça m'intéressait pas d'avoir une assistante artistique. Moi, je voulais un service qui soit autour de l'activité artistique. Ce poste-là, il n'a pas été remplacé. Et on a fait autrement. Là, on a fusionné 2 services publics.
Et dans le truc, on a récupéré, on fusionné de services, simplifié les procédures, débugger les outils, parce qu'ils avaient 50 outils où ils faisaient 4 fois la même chose, la saisie et tout ça. On a débugué. On a libéré de la charge de travail. Il y a un poste qui s'est libéré. Moi, je le remets au pôle spectacle. Voilà. Donc, c'est vrai que ça nécessite, alors c'est un des mots-clés de ces entreprises libérées, agilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accrocher à ce qu'on a déjà. On est obligé de toujours se reposer la question, autenter de nos besoins et de mettre en face quelle tâche, quel besoin. Puis beaucoup d'écrémage aussi, énormément sur. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, il y avait une revue de presse. Il y avait une personne qui passait presque son temps qu'à faire ça, à photocopier des articles pour me produire une revue de presse. Je dis mais personne ne lit ça. Moi, je veux pas que tu fasses ça. Et la fille, c'était dur parce qu'elle a fait ça 10 ans qu'elle faisait ça. Et je me dis mais ça sert à rien. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ainsi de suite. Ça veut dire toujours se reposer la question de l'utilité des tâches que font les gens. Parce que des fois, on étouffe, pas parce qu'on a trop de réunions, mais parce qu'à côté, on fait des tas de trucs qui servent à rien. Donc, ça veut dire, là, par exemple, Juliette, qui a pris la direction de ces deux pôles, elle a commencé par ça, à faire un séminaire sur qu'est-ce qui sert à rien. Donc, chacun devait regarder. Et en gagnant du temps libre, par exemple, on s'est aperçu que la moitié des médiateurs, ils faisaient de la billetterie, en fait. Et par ailleurs, on a des hôtesses de billetterie. Depuis qu'on a mis on vend en numérique, elles ont 2 fois moins de travail au guichet. Donc, elles peuvent reprendre les activités de la billetterie qui étaient celles que faisait la médiatrice chargée de l'éducation artistique et culturelle. Donc, elle fait plus de billetterie, elle n'a plus rien à faire. Ben si, qu'est-ce qu'elle a à faire? Rencontrer les enseignants, parler avec eux, créer de la relation, faire de la médiation et pas de la billetterie. Et donc, on gagne en qualité, enfin, c'est plus du tout la même valeur du travail, par exemple. Donc, c'est... Alors, au rang des difficultés que pose ce type d'organisation de travail, il y a justement les phénomènes d'insécurité que ça peut créer, parce qu'en gros, vous dites à vos collaborateurs, tout bouge tout le temps. Voilà. Donc, tu fais ça aujourd'hui, demain, tu feras peut-être autre chose, j'en sais rien. Il y en a un, une fois en AG, qui m'a dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ce mouvement? Et j'ai dit, jamais. Ils m'ont pu demander, après, ils m'ont pu poser la question. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile. C'est-à-dire, alors, autre risque, autre difficulté, je dirais, c'est l'attention à la fragilité. Parce que dans ce type d'organisation, vous valorisez les personnes qui ont quelque chose à dire. D'une certaine manière, dans les organisations pyramidales, vous valorisez les bons exécutants, ceux qui ferment leur gueule et qui travaillent, qui font ce qu'on leur dit. Là, vous attendez des gens qui contribuent et donc éventuellement qui critiquent. Parce que là, par exemple, j'ai raconté la convocation par mes responsables de pôle. Là. Bon, ça m'avait fait un petit truc. Puis après, je me suis dit, mais quelle marque de confiance de venir me dire, ça va pas, tu nous fais chier. C'est quand même dingue de prendre le risque d'aller dire ça à son directeur. Donc, c'était en même temps un moment important aussi. Mais vous voyez bien ce que ça prend. Qui va oser faire ça? Ça prend quand même des personnalités. Donc, si on n'est pas une personnalité, ça veut dire qu'on n'a pas sa place dans ces organisations-là. Donc, ça demande aussi une attention à la fragilité, c'est-à-dire à des gens qui se sentent tout à coup pas à la hauteur et disent « mais moi, j'y arriverai jamais à faire ça, j'y arriverai jamais ». Alors dire « non, mais c'est pas grave, on va trouver un truc à faire où tu n'auras pas besoin d'être au top du top de l'innovation ». Ouais. Ouais. Les membres du personnel qui se mettent plus facilement en avant, ou qui savent mieux communiquer ce qu'ils ont à dire. Et justement, la fragilité, elle peut être aussi dans les gens qui ont des choses à faire, mais qui ont plus de mal à dire, à le partager, à l'imposer, à fédérer autour d'eux. Mais même on le voit même dans l'exécution. On le voit même dans l'entretien annuel. Il y a des gens qui ont horreur de ça, quoi, de l'entretien individuel. Et d'autres qui trouvent ça formidable, et puis d'autres qui ont vraiment du mal à se prêter au jeu, parce que ça suppose la distance que ça suppose par rapport à ces pratiques et tout ça, c'est pas simple. Et quand je parle des fragiles, je parle aussi des vieux, des anciens, parce que les gens qui ont connu, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis pratiquement la création, qui ont connu avant. Pour eux, c'est dur aussi. C'est dur parce qu'ils disent ouais, mais moi. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Enfin, ils adhèrent pas, et on peut pas les exclure non plus. Donc, comment on essaie de les maintenir dans le mouvement de
de l'organisation, alors que puis ils n'ont pas envie, quoi. C'est bon, quoi. Ils ont fini, ils ont 3 ans, dans 5 ans, ils partent à la retraite. Ils vont pas changer, quoi. Bon, Catherine, moi je rejoins en tout point tout ce que tu as raconté, parce que je pense que à l'AMC, c'est un petit peu ce qu'on a vécu depuis 2 ans, très concrètement toutes les étapes. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit les étapes à venir, donc ça c'est super. Un point sur la remarque sur justement en fait la fragilité. Je crois que c'est très intéressant. Enfin, nous, ce qu'on a remarqué dans l'équipe, c'est qu'on avait besoin, effectivement, je pense près de 50 à 60% des gens ont changé en tout cas de fiche de poste. S'ils n'ont pas changé de poste et d'intitulé, enfin, ils ont changé quand même très, très drastiquement en fait de fiche de poste. Là où il y a quelque chose aussi d'être très intéressant, c'est que c'est des gens qui sont, pour ceux qui sont arrivés, qui sont finalement avec des compétences beaucoup plus importantes sur le même poste antérieur. Pourquoi ? Parce que justement la capacité de critiquer, la capacité de s'adapter, d'être effectivement dans une agilité permanente, elle oblige effectivement une autocritique, une capacité effectivement à voir sans cesse et être dans la polyvalence, à avoir sans cesse en fait pour reprendre un terme un peu entrepreneurial, à 360 degrés la chose. Donc ça c'est, je crois que, et effectivement on va dire la rentabilité des tâches, pour reprendre aussi un mot de l'entreprise, c'est-à-dire mettre de côté et auprès d'un prestataire des choses qui sont effectivement des choses qui sont très exécutantes versus effectivement avoir des gens qui sont effectivement dans la réflexion et qui passent aussi énormément de temps soit à l'extérieur sur le terrain, soit effectivement en réunion. C'est vraiment on va dire l'énorme changement en fait qui s'est opéré en tout cas ici à l'AMC. Une des choses que je voulais faire remarquer, c'est que finalement on a très peu parlé de numérique aujourd'hui, alors que voilà, et je pense et que c'est à bon escient et tant mieux. Et je pense qu'on a effectivement, en tout cas dans ce que vous avez tous les deux dit, et la personne du Quartz également, c'est qu'au final, en fait, le numérique est représentatif du changement qui a lieu dans les théâtres et des manières, effectivement, et de tout ce mouvement aussi de la démocratie, des nouvelles formes de démocratie qu'on est en train de vivre au quotidien. Et évidemment que les artistes et les publics en sont les porteurs et qu'ils bougent les théâtres aussi dans leur forme de participation. Je trouve très intéressante l'idée que ce soit effectivement le festival qui ait opéré ce changement et que ce n'est pas effectivement uniquement une volonté de la direction. Nous, on n'a pas eu de théâtre pendant 1 an. On est allé à la rencontre en fait des gens et c'est les gens qui nous ont fait bouger sur nos modes d'organisation en termes de lien avec les publics, en termes en fait de production de projets in situ, de projets participatifs. C'est par les gens qu'on a compris l'organisation en fait qu'on allait mettre en place et finalement le lien qu'on allait créer avec eux. Le service des relations avec les publics s'appelle désormais le service des projets avec les publics. Et il n'a plus du tout le même périmètre qu'il avait au début, c'est-à-dire exit la question de la fréquentation, c'est de la diversité culturelle, le métissage, et comment en fait dénouer tous les freins qui amènent soit à la fréquentation de spectacles ou, pour revenir sur cette question de la fréquentation de projets, pour reprendre un terme de Christophe Blandin, qui est directeur de l'Agora. Donc effectivement, ça modifie tout ça. Là où je voulais en venir sur la question du numérique, c'est qu'aujourd'hui, on est en train, effectivement, c'est pas comment les outils numériques nous ont tellement obligés à changer que comment aujourd'hui on va trouver des objets numériques ou des outils numériques qui vont pouvoir nous aider dans cette transformation. Et là, on arrive sur un point qui est effectivement crucial. On se rend compte que l'outil numérique ou l'outil partagé qu'on utilise aujourd'hui, et c'est pas pour rien que tu as utilisé beaucoup la question de la billetterie, c'est justement le logiciel de billetterie, qu'aujourd'hui on est sur des logiciels qui sont totalement old school, qui ne comprennent pas en fait cette forme d'organisation, et je ne serais pas étonné que en fait dans quelques années on n'ait plus forcément un logiciel de billetterie, mais un logiciel de gestion collective
qui effectivement qui prennent en compte à la fois la question effectivement de la billetterie, la fréquentation, mais à travers ça, plus forcément la billetterie, le simple rapport d'une personne au théâtre, enfin en tout cas qui prennent l'ensemble des relations du rapport entre une personne, un habitant, un usager, un public et le théâtre. Donc ça peut être à travers un projet, à travers un atelier, à travers un spectacle, à travers le restaurant, à travers la garderie, voilà. Et que effectivement on y a inclus aussi, donc au-delà de la question CRM, la question de la vente, aussi la question des plannings, la question des formes d'organisation, la question aussi de la forme de la production aussi des événements qui sont liés. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est prêt à monter en fait ce logiciel, nous on en serait en fait ravis, parce qu'en fait aujourd'hui je pense que tous autour enfin, en tout cas pour connaître certains des collègues qui travaillent voilà, on achoppe vraiment sur cette question, c'est-à-dire ne plus percevoir déjà uniquement le rapport en fait d'un spectateur ou d'un usager, je préfère dire habitant peut-être, à un théâtre uniquement à travers la question en fait d'un billet, mais plus largement sur la question de son parcours et de son lien avec le théâtre et la façon dont il va le fréquenter. Aujourd'hui, on a besoin de ça, et c'est ce qui va aussi, à un moment donné, créer d'autres formes d'évaluation aussi au projet, et aussi peut-être par rapport à nos tutelles, un regard tout autre aussi sur la place et l'image et le travail qui est réalisé au sein de ces lieux sur un territoire. Donc, au sein du TMN Lab, on a déjà la dernière rencontre portait notamment sur ce logiciel de billetterie, l'évolution possible et la question des données. Il y a des groupes qui se forment, qui se constituent de professionnels qui réfléchissent sur ces questions, et c'est un appel que je lance aussi. Si des gens veulent travailler, alors on est en mode projet, c'est-à-dire que vous avez envie de porter quelque chose au sein du TMN Lab, vous pouvez le porter. C'est-à-dire que nous, on le fait pas à la place d'eux, on le fait ensemble. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment, au contraire, qu'on se réunisse sur ces sujets-là, où on a tout un travail qu'on appelle un peu lobbying chez nous, du coup. Je crois qu'on a un lobbying de théâtre à mettre en place. Il y avait une autre question, là. Oui, Madame Blondeau. Est-ce que vous savez quelques années déjà que vous travaillez donc sur cette transformation qui sera toujours en cours. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui pourra durer le jour où, quelle que soit l'échéance, vous-même qui êtes très fortement impliqué, qui semblez incarner aussi ce projet, le jour où vous aurez quitté le théâtre? Oui, c'est une question que je me pose en fait, parce que en tout cas, je l'espère. Je pense que la dynamique mise en place, on ne peut pas revenir en arrière. Je pense pas. Donc, ça, je sais pas trop comment ça peut se faire, mais ça peut tout simplement que dans la fiche de poste de mon successeur, c'est une demande qui est faite d'avoir un intérêt fort pour les questions organisationnelles, transversales, etc. Ou alors, comme je parlais tout à l'heure, parce que c'est un truc qui me fait rêver, il y a un petit bouquin qui est vraiment très facile à lire, qui s'appelle Histoire du patron qui ne voulait plus être chef, qui est l'histoire de la libération d'une entreprise flexible pour le BTP. C'est pour vous dire que la libération ne touche pas que les entreprises de design et de communication. Et c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Le gars, donc, il arrive, le prototype parfait du patron tout puissant qui veut tout faire, tout contrôler, tout décider, etc. Puis il est obligé de bouger pour des raisons de crise économique. Enfin, il perd tous ses marchés à un moment, donc il est obligé de se reposer toutes les questions de base, et il repart sur autre chose avec justement une équipe rapprochée. Puis il rencontre Isaac Getz, qui est je sais pas si vous connaissez ce nom, qui est un peu le pape de l'entreprise libérée, Isaac Getz. G-E-T-Z. Et il est complètement comme converti, un peu à la mode gourou dont tu parlais tout à l'heure, par Isaac Getz, et il se dit, je vais faire une entreprise libérée. Et il l'a fait pour de vrai. Et puis, donc, il raconte tout ça dans son bouquin, qui est raconté un peu comme un livre de super-héros, je vous le dis tout de suite, il est un peu kéké, le gars, mais bon. Et à un moment, ça se termine où il trouve qu'il sert plus à rien, en fait. Donc, il dit, et à ses collaborateurs, il dit, si vous voulez pas, t'avais pas un projet d'année sabbatique, là? Et il dit, si. Eh ben, vas-y.
Et donc, il le fout dehors, en fait. Il se barre et il revient, tout va bien. Et bon, alors ça fait un peu conte de fées, je sais pas. Donc moi, c'est un peu mon rêve, en fait, de partir en année sabbatique en laissant mon équipe faire tourner la maison. Pour compléter ça et pour être en observation, je suis Pascal Enrault de l'ONDA. Pour être en observation sur l'ensemble des théâtres et les nouvelles directions et les candidatures, etc., je remarque qu'effectivement, il y a de plus en plus d'abord, il y a un renouvellement de génération, ce qui n'est pas pour nous déplaire, et donc avec des personnes qui sont plus attentives à ce type d'organisation. Il me semble aussi, parce que c'est la question que je me suis posée, parce que tu mets en place avec l'équipe une certaine forme de travail. Donc quand ils vont avoir arrivé un monsieur qui va être dans une pensée très pyramidale, comment ça va se passer pour ton équipe. Donc je pense qu'il faut que les tutelles soient très attentives à ça aussi. Donc le ministère de la Culture, évidemment, mais pas que, parce que toi, tu n'as pas le ministère de la Culture, mais toutes les collectivités. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faut faire vraiment auprès de toutes les tutelles et de leur manière à elles de penser le cahier des charges et le choix de la direction. Moi, je pense qu'il y a un sujet très, très important qui est quand même la formation des directeurs et des directrices. Puisque c'est quand même une espèce de vide abyssal de nos professions. C'est-à-dire partout ailleurs, partout ailleurs, faut pas non plus angéliser, mais grosso modo, les gens qui dirigent les entreprises sont des gens qui ont fait des formations pour ça. Bon, ça s'appelle HEC et tout le bazar. Hein, mais n'empêche que vous allez dans une école de commerce, on vous parle de management et de ces formes de management-là aussi, parce que comme dans toutes les études, on parle toujours des dernières recherches dans le domaine. Donc ça veut dire que les gens qui sortent aujourd'hui des écoles de management et des écoles de commerce, ils ont entendu parler de tout ça. Nous, vous savez bien, les parcours, on a des parcours qui sont tous un peu singuliers, mais on n'a jamais été confronté à ces questions. Or, il n'y a pas à dire, ça s'apprend, quoi. Vous n'avez pas des gens géniaux qui savent diriger des établissements, puis d'autres qui savent pas. Ça s'apprend. Donc, moi, il se trouve que par hasard, je suis tombée sur des formations de dirigeants. J'ai participé à des séminaires avec des dirigeants où on se pose ces questions-là, de comment on anime une équipe. On n'anime pas, on dirige, on anime. Et je me dis que ça pourrait être, par exemple, un prérequis de la direction d'établissement de faire un peu de formation. Je veux dire, quand on parachute un artiste, par exemple, directeur d'un CDN, avant qu'il prenne sa direction, on pourrait lui imposer, je dis pas un an, hein, une semaine déjà. J'ai constaté, alors moi c'est un job que je fais pas du tout, de participer à la nomination des directeurs, mais c'est dans la maison où je travaille une activité importante pour beaucoup de mes collègues. Et je me suis aperçu à ma grande surprise que, il y a sur les postes de direction évidemment beaucoup de candidats à chaque fois, mais qu'en fait dans pas mal de cas c'est assez difficile d'arriver à une shortlist cohérente avec des candidats de bon niveau ou adaptés pour le poste, en tout cas. Ça a été un peu ma surprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de saturation de l'offre de candidats, ouais. Et donc, je pense que la question de la formation est absolument décisive. Il y a aussi d'autres formes qu'on voit naître, notamment du côté de la délégation à la danse chez nous, où il y a un intérêt pour les directions collectives d'établissements. Donc, ça pose aussi cette question. D'une autre manière. Je vais mettre avec plaisir les pieds dans le plat du ministère, puisque comme c'est pas ma tutelle, je peux y aller à fond. Non, je pense qu'il y a une question, il y a un phénomène d'exemple aussi, c'est-à-dire que moi je suis désolée, je vais revenir sur un épisode récent qui est celui de la fermeture annoncée du tarmac. En plus, je me suis inscrite publiquement contre cette fermeture, donc ça m'est facile de revenir sur cet événement. Si vous voulez, je me suis inscrite publiquement contre, pour une raison qui est que, parce que conviction autour de la diversité, de la mixité, etc., je pense que ce théâtre, il est absolument nécessaire. C'est pas un théâtre comme les autres, c'est un théâtre point d'entrée 2, etc. Mais ça, je laisse de côté. Et la deuxième raison pour laquelle, c'est peut-être même la première, à vrai dire, je me suis mobilisée contre cette décision, c'est que pour moi, mais elle est tellement révélatrice des fonctionnements archaïques
d'un ministère qui est capable de prendre comme ça des décisions lourdes de conséquences en unilatéral total, une décision prise, on ne sait même pas où d'ailleurs, parce qu'on ne le saura jamais, parce que c'est quand même sans consultation des principaux intéressés, ni du tarmac, ni de Théâtre Ouvert, d'ailleurs, qui découvre avec surprise un peu dans ses petits souliers qu'on va le mettre à un endroit, on va chasser un théâtre d'un endroit pour le mettre à l'autre, qui n'ose pas dire non parce qu'il se dit c'est peut-être ma seule... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est organiser en plus potentiellement le conflit entre collègues autour, il y a que... En gros, il n'y a qu'un nid et il y a 2 oiseaux. Enfin, à tous les endroits, la manière dont la chaîne d'événements conduit à cette décision, pour moi, c'est vraiment complètement révélateur de modes de travail et décision qui sont dignes du 19e siècle, quoi. Et donc ça, ça me met vraiment en colère. Ça me met vraiment en colère qu'on puisse encore... c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Vous feriez ça dans n'importe quelle entreprise, mais vous seriez considéré comme un patron pourri, quoi. Et là, c'est le ministère, alors bon, non, j'ai pas de problème. Justement, pour en revenir à la formation, moi j'avais une question très pragmatique. Toutes ces formations, si on prend l'exemple du Grand T, de la transformation que vous avez opérée, enfin que vous avez mise en place avec vos équipes, il y a une part de la formation, enfin une part formation qui est importante, de coaching et de formation. Il est pris sur quel budget de formation? Vous savez qu'on a chaque entreprise je sais bien, mais qui n'est pas extensible. Donc est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui a été... Alors on l'a un peu augmenté. À ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Oui, ça fait partie du projet d'entreprise, hein, donc effectivement priorité. Mais globalement, on s'en sort, on dépasse, mais pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Puisque c'est quand même je sais plus ce que c'est, je me souviens plus, le pourcentage légal du budget qu'on doit consacrer à la formation. Quelqu'un se souvient là? Je me rappelle plus. Tu sais toi? Bon, enfin bref, on est un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup en réalité. Parce que en même temps, c'est des formations lourdes et tout ça, donc quand les gens ils participent à ça, ils vont pas nécessairement demander une autre formation en plus. Donc l'année où il y a la grosse formation au pilotage, par exemple, on prévient les gens à l'avance. Donc en plus ça correspondait à une demande, parce que justement à un moment donné, il y a des demandes qui sont remontées par les UP de dire mais vous parlez tout le temps de management collaboratif, parce qu'on parlait encore de ça. Hein. Donc qu'est-ce que c'est? Nous on voudrait se former. Et bon, on a mis un certain temps parce que du coup ça nous a posé la question. Oui, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc ça, je dirais que la formation qu'on a mise en place là au pilotage, encadrement et pilotage, qui est la réponse à ça finalement, elle a mis 2 ans à se formuler. Donc, parce que tout nous prend du temps, parce qu'on essaie toujours de comprendre, donc c'est lent. Sur les droits individuels de la formation, on a quand même souvent plutôt sur des profils de personnes qui cherchent à se reconvertir. Donc, qui sont du coup sur des parcours plus personnels, plus individuels et moins... en fait, sauf une qui est un exemple quand même curieux, et intéressant en même temps, qui est donc la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est partie en disant moi j'y arrive pas. Et en fait, elle a donc fait elle a fait justement une démarche individuelle de formation et sur une formation au coaching. Donc comme quoi. Et au niveau ministère, on se pose des questions analogues. Souvent, pour moi, la formation, c'est vraiment un axe assez important d'intervention auprès de mes collègues en centrale, en DRAC et en EP. C'est un peu pour ça que je le dis, si jamais certains d'entre vous sont issus de ces établissements. On fait des formations en général en dehors des organismes de formation habituels. C'est un peu nécessaire et on y arrive un petit peu. Et d'ailleurs, on fait une formation la fin avril sur 3 jours itinérante dans Paris qui porte essentiellement sur le sujet qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui dans différents établissements et organisations à Paris. Et je pense qu'il doit rester une place ou 2. Donc voilà, je lance l'appel. Moi, j'avais une question, parce que là, on a parlé de la formation continue, donc que les équipes... mais je voulais savoir si vous n'avez pas été confronté à la formation initiale, alors je parle plutôt des médiateurs, je ne parle même pas de la billetterie, parce que ça n'existe pas, de formation initiale sur la billetterie. Est-ce que... et puis, c'est 2 métiers qui se transforment énormément en ce moment.
entre la billetterie qui était un lien avec les gens, de l'accueil, etc., et la médiation qui commence à avoir une tendance plutôt à du chargé de marketing. Est-ce que dans vos équipes, il y a eu des freins comme ça justement de formation initiale où du coup là on leur demande complètement transformer même leur métier initial? Oui, alors effectivement, comme je dis tout à l'heure, c'est quand même dans ces secteurs-là que les transformations sont les plus spectaculaires en termes d'attente. Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui travaille au service des publics, quoi. Dans la communication, parce que par exemple, le communicant numérique là qu'on vient d'embaucher, en fait, c'est un photographe. Il fait des films, il sait monter, il est journaliste, il sait écrire, et puis accessoirement, il met en ligne. Mais à la base, c'est un producteur de contenu. On n'avait pas ça du tout dans l'équipe, quoi. Enfin, je veux dire, si, il y avait que la directrice, quoi, en gros. Et tout à coup, il y avait plein de... Enfin, puis ça y est, je contrôle plus, parce qu'au départ, moi, c'est pareil, je voulais voir tout ce qui sortait de la maison, Puis là, j'ai laissé faire 3 postes, puis j'ai dit, ok, c'est bon, quoi. Et il fait sa vie, et donc c'est lui qui raconte l'histoire du Grand T, d'une certaine manière. Hein. Enfin, quand je dis l'histoire, le storytelling, quoi, c'est lui qui le fait, c'est plus moi. Enfin, pas à cet endroit-là, même. Donc ça, c'est un gros changement. Mais bon, il se trouve qu'on a embauché une nouvelle personne. Mais effectivement, sur les personnes qui sont toujours là, je me souviens aussi d'un moment où moi, je m'étais... Parce que je trouvais à un moment que ça allait pas assez vite, quoi. Je m'énervais. Enfin, j'étais impatiente. Donc j'ai dit, mais moi, je veux que vous pilotiez les projets. Et là, ils m'ont tous regardé, les médiateurs, en me disant, oui, mais nous, on sait pas le faire. Ah. Je dis, ah bah oui, tiens. J'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que tout à coup, j'avais une attente qui était totalement différente, puisque eux, c'est pour ça que j'ai commencé par le portrait initial du Grand T, parce qu'il n'y avait pas que des chargés de relations publiques au sens où des remplisseurs de salles, des commerciaux, donc, parce que honnêtement, c'est le mot qu'on n'ose pas prononcer dans nos métiers, parce que c'est le gros mot, mais quelqu'un qui vend des billets, excusez-moi, mais c'est un commercial. Voilà. Son métier, c'est de trouver des gens qui vont acheter des billets, c'est-à-dire créer le besoin chez ceux qui n'en ont pas. Ben ça, c'est quand même les études de commerce et de marketing, je suis désolée. Alors, on ne veut pas les employer parce qu'on croit qu'on ne vend pas des pneus, c'est vrai, mais quand même, c'est des métiers de commerciaux. Et c'est vrai que, du coup, si on les regarde comme ça, il y a une grande différence entre un métier un métier de commercial et un métier de concepteur de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui va construire avec d'autres personnes, des partenaires, un projet avec un point A et un point B et des objectifs, une évaluation, etc., une construction, un budget à gérer. Par exemple, ils m'ont dit, mais nous, on ne sait pas gérer des budgets. Je dis, ah bah oui, c'est vrai. Et voilà, donc, alors, quelle réponse à ça ? Ben, toujours la même chose, c'est-à-dire que ça a les vertus de la clarification. C'est-à-dire de se dire tout à coup, ben oui, on peut pas comme ça demander aux gens du jour au lendemain de faire autre chose. Alors comment on répond ? Ben à la fois par quand embauche il y a changement de profil. C'est-à-dire un des derniers médiateurs qu'on a embauché, c'est quelqu'un qui a auparavant coordonné le service culturel d'une petite ville. Donc il a fait de la programmation, tout ça. Donc, alors après, on prend un risque, parce que on a un gars qui a fait de la programmation, tout ça. Gna gna. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans une organisation classique, on ferait surtout pas ça, parce qu'on dit la programmation. On veut pas des gens là qui veulent programmer, qui vous mettent des bâtons dans les roues, tout. Bon, mais en fait, il se trouve que là, maintenant, au début, il a un peu souffert parce que justement, il était trop il était un peu étriqué, et puis là maintenant, quand il peut piloter un projet de médiation, c'est-à-dire qu'il fait pas de la programmation, mais en construisant un projet de médiation, il revient sur un métier qui est plus proche de la programmation, disons, et donc ça fonctionne. Ça veut dire donc qu'effectivement les profils bougent, parce que ce que j'ai dit, ils n'étaient pas tous commerciaux, ils étaient beaucoup dans les accompagnements des dispositifs d'éducation artistique et culturelle, puisque la particularité c'était ça quand même, avec les 20 000 billets, 12 000 élèves et tout, il y avait beaucoup de relations avec les profs en réalité. Et là, à cette équipe-là, ce qu'on lui propose, c'est de devenir pilote de ces dispositifs, c'est-à-dire pas seulement de vendre les billets attachés aux dispositifs, mais de les concevoir, de les faire évoluer avec les enseignants. Donc on est dans, là aussi on va vers du pilotage, puisque la billetterie c'est délesté, et de
un peu de conception, mais avec les enseignants, c'est-à-dire de discuter avec les enseignants. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est moins compliqué, ça se passe plutôt bien. Mais effectivement, il y a une évolution des métiers. Puis les billettistes, on leur demande de... Par exemple, maintenant, là, les filles c'est des filles de la billetterie, elles, de plus en plus, elles accompagnent des artistes qui vont faire des interventions dans les classes comme ça. Elles font du terrain. On les libère sur des heures de vente et elles font du terrain. Alors, inutile de vous dire qu'elles sont enchantées, parce que ça change un peu de faire que de la billetterie. Après, je vous parle pas de la grille des salaires, parce que tout ça, évidemment, vous vous en doutez, a des implications sur le positionnement des personnes dans la grille des salaires, parce qu'à chaque fois que les responsabilités changent, les positionnements changent aussi. Mais après, la question que ça pose, c'est que, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est qu'on a quand même de moins en moins de profils d'exécutants dans nos organisations. C'est-à-dire que, là, comme ailleurs, après c'est un mouvement général de la société, le niveau monte, au sens où les attentes qu'on a de tous, y compris d'une hôtesse de billetterie, montent. Alors, sur ce sujet-là, il y a au niveau international des endroits où on voit des établissements culturels, alors je dois dire plutôt des musées, d'après ce que j'ai vu moi, mettre en place des stratégies très construites pour attirer vers eux des talents dans une logique de concurrence avec d'autres secteurs d'activité. Donc là, on est... Oui. Alors on est très très loin là de l'idée que, comme tout le monde adore la culture, est passionné par la culture par définition, en fait on n'a pas à s'occuper de ça, tout le monde va venir vers nous. On est sorti de ça. Et la question se pose notamment pour le secteur du numérique à proprement parler. Et donc aux États-Unis, il y a un très bon exemple qui est le Cooper Hewitt Museum, qui est un musée de design à New York, qui a fermé pendant 2 ans. Et en général, ces moments de fermeture sont toujours des moments transitionnels très riches quand ils sont bien exploités. Et ils en ont profité. Donc en fait, leur problématique, c'était de se dire, nous, on veut faire venir des gens qui savent produire des applications, des dispositifs qui vont être présents dans nos galeries de manière extrêmement compétente et avancée et qui vont pouvoir se tenir, disons, sur 10 ans sur le même rythme que celui de l'innovation des usages numériques en général. Et donc, on peut plus recruter, comme on faisait avant, le stagiaire, le petit jeune mais qui va faire autre chose, etc. Donc, il faut qu'on attire vers nous des gens qui auraient été recrutés par Amazon, par Google, par Apple, etc. On ne pourra jamais les payer de la même manière. On va quand même les payer bien mieux qu'on faisait avant, ça va de soi, mais on ne pourra pas faire face sur le plan des salaires. Mais donc, on va leur donner une position dans le musée où ils vont pouvoir notamment développer leurs dispositifs et leurs idées en les mettant en contact des publics très rapidement. Ce qui veut dire que le rôle du conservateur qui disait non, ça ne tient pas la route scientifiquement, il faut qu'on passe par un comité, etc., ça, c'est terminé. Et que donc, c'est des gens que vous positionnez, disons, comme des créatifs. Et vous leur dites, vous avez une valeur culturelle très forte, vous gagnez moins d'argent chez nous, mais vous avez un job qui a du sens et vous n'êtes pas en train de vendre de la publicité sur Google. Donc, ce qui pose des problèmes éthiques, d'ailleurs, on le voit en ce moment pas mal, il y a une fronde chez Google assez importante et dans d'autres entreprises de la Silicon Valley. Et donc, de ce point de vue-là, le secteur culturel a vraiment une sorte d'avantage comparatif que d'autres secteurs n'ont pas. Mais il faut quand même le penser, le formaliser et puis prendre les pas. Ça, c'est les exemples les plus forts que j'ai vus de ce genre de réflexion. J'en ai pas vu en France, pour être tout à fait honnête sur la question. Mais moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que aujourd'hui, ma réflexion, enfin, je disais tout à l'heure, vous vous rappelez, tu innoves, tu annules, tu fais quelque chose de nouveau, tu enlèves quelque chose d'ancien. Sur les questions de saturation et tout ça, parce que ça fait partie des contraintes fortes de nos métiers, vous le savez, d'être un peu sous pression tout le temps. Donc, il y a cette question de faire mieux avec les mêmes moyens, quoi, grosso modo. Faire mieux, faire autrement, faire mieux, dans la mesure où on tourne en vase clos de moyens, nous, au mieux. Au pire, nos moyens baissent, financiers. Au mieux, ils restent les mêmes. Parce que, sauf exception, mais c'est vraiment des exceptions, on peut pas espérer grand-chose quand même du mécénat culturel en volume. C'est-à-dire, on peut espérer un peu, mais sauf le festival. Si vous n'êtes pas le Louvre ou le Festival d'Avignon, en gros, nous, je crois que
après 4 ans de club entreprise, on doit plafonner à 60 000 euros par an de recettes de mécénat, quoi. Donc c'est pas ça qui va changer la face du modèle économique du Grand T, hein. Et je pense que c'est la réalité de la plupart des théâtres. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se résoudre à fonctionner sur des ressources identiques. Donc question d'augmenter, d'embaucher à des salaires très hauts et tout ça, c'est difficile. Mais quand même, on peut toujours faire des choix. Moi, je crois quand même à ça. C'est-à-dire que, d'une part, si on considère que la ressource publique qui nous est allouée, c'est une ressource, un peu comme la planète, j'emploie la même métaphore exprès. C'est une ressource limitée. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Arrêtons de vouloir toujours plus. On a déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on a, en fait ? Et donc, on peut choisir de l'affecter à ci ou à ça. Donc, on peut choisir à un moment d'affecter cette ressource à la qualité plutôt qu'à la quantité. Et là, je parle aussi bien en termes de tout, de recrutement. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à la façon peut-être d'avoir un salarié de moins, de façon à ce que les autres soient mieux payés. Et comment faire ça ? J'ai cherché les tâches inutiles, tout ça. Bon, exemple. Autre exemple, j'essaie de convaincre mon CA, là, en ce moment, bon, je ne sais pas si je vais réussir, à dire, moi, mon projet, c'est de mettre moins de sièges en vente, en fait. Aujourd'hui, on est, je disais, on doit avoir une jauge de 110 000 sièges à vendre pour une fréquentation, enfin, un nombre de sièges vendus de un peu plus de 100. Enfin, je l'ai annoncé au dernier CA. J'ai dit, on va baisser ça. On va baisser. Parce que j'estime que le succès de notre activité ne doit pas être mesuré au nombre de sièges vendus. Donc la première mesure qu'on a prise, et ça, c'est vraiment une idée de l'équipe, parce que quand on parlait de mixité, tout ça, et à un moment, j'ai dit mais moi, je m'en fous que les gens ils viennent 15 fois, quoi. Je veux qu'il y ait le plus de personnes possibles différentes qui viennent. Et là, il y a eu un blanc. Et ils m'ont dit, les abonnés, alors ? J'ai dit, non, mais c'est bien, les abonnés. Ils m'ont dit, mais on pourrait limiter le nombre de billets qu'ils achètent. Super idée. Donc, on a limité l'abonnement à 7 spectacles, parce qu'on avait des abonnés qui prenaient tout ça. Et moralité, l'année après, on a eu 500 abonnés de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai vraiment, par exemple, questionné cette question de la boulimie, quoi, de la fidélité comme boulimie. Et si on se pose ces questions-là, et que donc on dit aux gens, écoutez, vous venez déjà 7 fois, c'est bon, quoi, laissez la place aux autres. Du coup, ça nous autorise à mettre un peu moins de billets en vente, donc de mettre un peu moins de nos marges artistiques dans simplement combler les déficits de l'activité de diffusion, donc mettre un peu plus de notre activité, de notre marge artistique dans des projets de ce type qui sont des projets de participation, de contribution, de mettre un peu plus d'argent dans la reconstruction de la billetterie selon des modes écologiques, tout ce qu'on veut, et de considérer que nous ne sommes pas des boîtes à vendre du billet, quoi, justement. On est peut-être autre chose. Et ça veut dire, là, reconsidérer complètement la répartition, finalement, de nos moyens, y compris pour mettre un peu plus aussi en production, pourquoi pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'activité de diffusion aujourd'hui, vu les prix où on vend les billets, elle bouffe un fric de dingue, quoi, de juste faire la compensation des non-recettes de billetterie. À la Comédie, on est en train justement de réfléchir sur toutes ces nouvelles organisations. À la Comédie de Reims. D'accord. On est 3 là de la Comédie. Donc on travaille justement, et c'est pour ça que ça nous intéressait de participer à cette journée, sur la transformation organisationnelle du travail. On en est au tout début là, depuis la rentrée dernière. Et je dis pas qu'il y a des freins dans des structures dirigées par des artistes, mais je pense que les schémas sont pas les mêmes, les options dont vous parlez de projets sont différentes, quoi. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y a pas de moi je viens pas ici pour défendre un modèle unique. Je viens juste raconter un processus dont j'ai été la première surprise. Donc laissez-vous surprendre. C'est ce que et un artiste, s'il n'est pas capable de se laisser surprendre, là ça m'inquiète. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas inventer
un modèle d'organisation un peu moins pyramidal qui corresponde au travail en CDN. Franchement, il n'y a aucune raison. Je pensais moins à l'organisation pyramidale ou pas et au travail en projet qu'aux options qui sont mises dans le projet artistique d'une maison qui est dirigée par un artiste plutôt que par quelqu'un qui n'est pas artiste. Je pensais plus à ça. Voilà. Oui, mais enfin, là encore, sur des quand je dis ça, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire du tout. Hein. Donc, mais c'est pour ça que je pense qu'autour du projet d'un artiste, dont évidemment l'intention première va être de créer des spectacles, on s'en doute. C'est pour ça qu'il est là. Mais je suis sûre qu'il y a des choses à inventer quand même. Après, je ne suis pas dans la tête d'un artiste qui dirige une maison, mais on en voit quand même plein, là, entre Stanislas ou Wajdi, qui posent des idées qui sont quand même assez étonnantes. Donc, je ne vois pas pourquoi les CDN auraient moins la capacité de transformer les référentiels. Après, pour moi, je vais encore envoyer une pique au ministère, le frein, c'est peut-être les référentiels, justement. Les labels, référentiels, enfin, cette espèce d'obsession du cadre qui est posée par le ministère, la bureaucratie ministérielle, qui rend l'innovation délicate. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai une conversation avec les représentants locaux du ministère de la Culture, en gros, ils me disent, vous faites quoi pour les 150 000 € qu'on vous donne en... Je dis non, mais... je voudrais vous parler un peu plus du projet dans son sens large. Il me dit non, mais vous faites quoi pour les 150 000 € qu'on vous donne pour scène conventionnée? Bon. Depuis les 3 ans que je suis au ministère, j'ai pris l'habitude dans toutes les interventions publiques d'être une sorte de... Donc allez-y, tranquillement. Ouais, tout à fait. Mais sur les artistes, c'était un peu à dessein que je commençais par là, mais sur les artistes, alors en l'occurrence, puisque c'était mon expérience, qui travaillaient dans les environnements numériques de manière forte, mais je dis ça à titre d'exemple, c'est pas du tout ni une règle, ni rien d'absolu, et c'est dans plein d'autres endroits, mais il y avait dans le travail artistique lui-même des processus de travail qui étaient très très différents du processus de travail classique du théâtre. C'est-à-dire que pour moi la question c'est pas vraiment est-ce qu'il faut des artistes ou pas, enfin, c'est plutôt celle de la diversité et de modèles différents, parce que là on prend certains types de modèles et certains types d'habitudes de production. Mais pour moi il y a énormément d'autres pratiques qui sont largement sous les radars, disons dans les plus grandes institutions en général. Et puis d'autre part quand même pour réagir juste en général sur la position du ministère, il y a aussi quelque chose dont je m'aperçois beaucoup, c'est que les bonnes idées ne suffisent pas. Et sur le numérique, c'est assez facile d'avoir des bonnes idées en fait. On représente un peu l'avenir, quoi. Donc on a vite des bonnes idées, mais le problème c'est que ça ne suffit pas. Il y a évidemment le comment, et puis il y a surtout qu'à un moment il faut avoir un poids politique. Il faut pouvoir dire, eh ben il y a des gens qui sont peut-être pas très contents derrière la porte, etc. C'est pour ça que le travail de TMN Lab, je crois que j'espère que vous êtes contents globalement, mais le travail de TMN Lab est très 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 important pour nous, et que recevoir toutes ces idées et dialoguer, c'est absolument vital, quoi. Ça, c'est-à-dire que le grand risque qu'on a, nous, c'est l'asphyxie par manque d'information et d'aveuglement depuis une vision centrale, quoi. Donc toutes ces idées, je veux dire, enfin, moi, je fais vraiment un appel à discuter, à faire remonter ces idées, parce que évidemment, je peux pas le faire tout seul, et aucun de mes collègues ne peut le faire tout seul. C'est-à-dire, ça se fait aussi, enfin, c'est un tout quand même, aussi, beaucoup. La latéralité, enfin, moi, c'est quelque chose que je retiens. Enfin, je vous ai parlé de cette sorte de révélation que j'ai eue en voyant travailler ensemble des chefs d'entreprise, en fait, et de voir les sujets qui les intéressaient, qui étaient pour moi vraiment des non-sujets, quoi, mais des absolus non-sujets. Donc, c'était quand même extrêmement rafraîchissant, puis très, très, très stimulant. Et je pourrais dire la même chose du fait d'avoir rencontré, en faisant ça, les principaux organisateurs d'un Fab Lab à Nantes et des travaux auxquels je participe en tant qu'administratrice de la Fondation du Crédit Coopératif dans les milieux de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai envie de dire, ça fait un peu le grand écart, et c'est ça qui est intéressant en fait. Tu as parlé tout à l'heure de pollinisation, mais entre plein d'endroits où c'est vivant, quoi, tout simplement, et qu'inventent leur façon de faire à eux,
Et après, ça nous invite à inventer les nôtres. Et si possible, en faisant pas que plaquer des trucs qu'on a vus ailleurs, mais de se dire, mais nous, c'est quoi notre spécificité et à quel endroit on peut inventer, quoi. Et surtout, ne pas rester confit dans nos certitudes ou nos habitudes, parce que c'est clair que je me souviens d'une réunion de dirigeants responsables de l'Ouest où ça commençait, c'est un truc sur le 3e millénaire et Rifkin, tu vois. Fait partie, bon, ils ont des thèmes, hein. Après là, au bout de 4 ans, je commence à m'en lasser un peu parce que c'est un peu les mêmes trucs qui reviennent. Mais au départ, c'est que des sujets, j'avais jamais entendu parler, donc c'était drôle. Donc le 3e millénaire, c'est Rifkin qui est je sais pas qu'il est trop au départ économiste ou quoi, tu sais, non? Je sais plus trop, économiste. Et donc il a développé une théorie comme quoi, on allait passer au 3e millénaire, justement avec la révolution numérique et le reste, et la transition environnementale en même temps, et que que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, rien de tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'existera encore dans 30 ans. Et quand il dit rien, c'est les façons de travailler, les façons de consommer, les façons de se déplacer, les façons de se nourrir, les façons de se former. Donc ça donne le vertige. Et en fait, ce gars-là, il a conseillé Angela Merkel et Barack Obama, je crois, tout simplement, quoi. Donc il a publié des bouquins où ça tourne sur cette théorie du 3e millénaire. C'est assez intéressant, hein. En gros, il dit les grandes révolutions civilisationnelles, elles sont liées à des transformations au niveau de l'énergie et de la communication. Donc il donne des exemples. L'invention de l'imprimerie, donc tout à coup diffusion des savoirs, nanana. L'invention de la machine à vapeur, 19e siècle, révolution industrielle et tout, et ainsi de suite, comme ça. Et donc, la révolution numérique serait l'équivalent, et ce qui ferait qu'on serait, nous, les contemporains, d'une révolution intégrale de civilisation humaine, dont on mesure assez mal les conséquences, évidemment. J'ai employé le conditionnel, hein, mais c'est vrai que c'est assez séduisant. Et en gros, il disait, parce que là c'était un parterre de chefs d'entreprise, il disait donc, changez, bougez, vous ne savez pas si vous serez encore vivant dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, en tant qu'entrepreneur, mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites rien, vous serez mort. Donc, c'était quasiment une invitation au pari pascalien, quoi. Faites un pari sur une transformation majeure de votre activité et vous verrez, vous aurez tort ou vous aurez raison, mais de toute façon, si vous faites rien, vous serez mort. Et je me souviens parce que j'ai participé à tout ça avec Alain, donc l'administrateur, et on était sortis, c'est là où on est sortis de ça en disant, mais nous, on est des dinosaures. C'est-à-dire que ce sont des questions qu'on se pose absolument jamais. Et donc, c'est ça qui nous a aussi mis en mouvement à se dire, transformons-nous et nous verrons bien.